金曜の司会はナンポフトゥキ司会の超マダムカキヤです。お久しぶりです。ということで今日のラインナップはゲームレビュー、ピクサ、そしてアニメリリースということで、まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるんでしょうか。どうぞ。Salut à tous, c'est Caroline. Alors aujourd'hui, Thierry m'a donné la chance d'aller visiter le train Harry Potter à la gare du Nord. Et aujourd'hui, on est lundi à la base, mais vous voyez, c'est un peu plus tard. Car dès le mardi, les gens autres qu'avec un pass presse pouvaient également aller le visiter. Et il va faire plusieurs villes de France. C'est à la gare du Nord lundi dernier que s'est déroulée l'inauguration d'un TGV un peu particulier. Alors maintenant on est sur le tapis rouge et on longe ce super mur avec les affiches du film Harry Potter et on va atteindre l'entrée du train qui est de l'autre côté et je me demande bien ce qu'on va pouvoir y découvrir. À l'occasion de la sortie du nouveau film Harry Potter, sous-titré Le Prince de Sang-Mêlé, la Warner, Electronic Arts et la SNCF se sont en effet associés pour habiller un train entièrement aux couleurs du petit magicien. Alors, à l'origine, il existe des trains qui circulent comme ça en France, décorés dans un univers bien précis. C'est la Société des Trains Exposition qui fait ça, qui crée ces trains. La Société des Trains Exposition est une filiale de la SNCF. Et en fait, Warner, qui souhaitait provoquer des rencontres, montrer l'univers d'Harry Potter, a dit à la SNCF pourquoi on ne ferait pas un partenariat pour raconter ça aux gens. Et donc, main dans la main, on est parti pour utiliser ce train de la Société des Trains Expo, le décorer dans l'univers du film, mettre des décors, des costumes, faire venir du monde, des surprises, les animaux du film. Et voilà comment c'est né. C'est vraiment un accord de partenariat on a envie de montrer des choses à tous ces fans parce que c'est vraiment un univers de fans cet Harry Potter qui est avant tout, et c'est pour ça qu'on le fait aussi à la SNCF, un héros littéraire. On fait beaucoup de choses autour du livre et de la lecture et c'est pour ça vraiment qu'on a décidé de provoquer ces rencontres-là à la SNCF. La presse était ainsi conviée à venir découvrir l'intérieur de quelques wagons, remplis d'objets et de costumes du film, tout le monde ayant la possibilité d'essayer le jeu EA entre les wagons. Certains acteurs du film étaient également présents, y compris la chouette. J'aime bien. De là à vous dire que je suis fan, j'en sais rien, mais je vais peut-être le devenir parce que c'est assez incroyable. En tout cas, de voir tous ces gens. Et on l'a fait il y a 2 ans. Et à la gare du Nord, il y avait une queue de 3 heures qui allait jusqu'au parvis de la gare du Nord à l'extérieur. Il y a de quoi de se dire qu'il faudrait peut-être devenir fan. Pour ceux qui n'auront pas pu se rendre sur cet événement, il y a de fortes chances pour que ce dernier soit réitéré par la Warner et la SNCF lors de la sortie du prochain film Harry Potter.ビデオゲームといえばということで、コキは結構任天堂 DS をやっています。でも任天堂 DS の歌も歌ってるし PSP の歌も歌っているので、両方やってるって言わなきゃいけないことになってますということで、それでは本日のゲームレビューご覧ください。Let's Tap. Let's Tap est le premier-né d'une série de jeux du jeune studio Pro. Si ce nom ne dit rien à la plupart des joueurs, celui de son fondateur est en revanche bien connu, puisqu'il s'agit de Naka Yuji, lead programmeur du premier Sonic et producteur d'un bon nombre de titres de la Sonic Team de Sega. À la manière d'autres membres fondateurs de la fameuse équipe, Naka Yuji décida de quitter Sega en 2006 pour monter le studio Pro grâce à un programme d'aide de Sega. Let's Tap est donc le premier jeu de ce studio qui emploie une 50aine de personnes et dont le but est de créer des titres capables de rassembler petits et grands devant leur écran.
Annoncé par le slogan « Le premier jeu au monde auquel les pingouins peuvent jouer », Let's Tap avait laissé beaucoup de gens songeurs quant à son concept. Il en fut de même lorsque le studio Probe dévoila qu'une boîte en carton était nécessaire. En effet, Let's Tap est fourni avec 2 boîtes en carton à monter soi-même, sur lesquelles il faut poser sa Wiimote à l'envers. Il suffit donc de taper sur la boîte pour que la Wiimote ressente les vibrations, ce qu'elle fait plutôt bien. Un nouveau type de gameplay extrêmement simple et intuitif, qui ne nécessite pas d'accessoires coûteux puisqu'une simple boîte de mouchoirs fait l'affaire. Let's Tap propose 5 modes de jeu, tous jouables à 4. Dans le premier, le mode marathon, le joueur doit faire avancer son petit personnage jusqu'à l'arrivée. Il suffit de taper légèrement en rythme pour courir, de taper plus vite pour accélérer et d'un coup sec pour sauter. Si les premières courses sont assez simples, les suivantes comportent de plus en plus d'obstacles pour déstabiliser les concurrents. Le mode garde le rythme est, comme son nom l'indique, un jeu de rythme assez proche de Donkey Konga. Il faut taper plus ou moins fort sur la boîte au bon moment, selon la couleur des ronds qui défilent à l'écran. Certaines séquences plus longues demandent de taper en continu ou bien de plus en plus fort. Comme dans la plupart des jeux de rythme, la difficulté des chansons varie en fonction de leur tempo. Le mode suivant, intitulé bloc stable, est une sorte de Jenga dans lequel le joueur doit retirer des blocs d'une tour en tapotant sans faire tomber la tour en question. Si le sous-mode illimité propose seulement de retirer des blocs, le mode alchimiste apporte un intérêt supplémentaire, puisqu'il est possible de fusionner les blocs entre eux pour marquer plus de points. Proche du gameplay d'Asteroids, le mode bulle spatiale est une sorte de shoot où le joueur doit constamment tapoter la boîte pour faire avancer son personnage et donner un coup sec pour tirer un missile. Il faudra parcourir le plus de kilomètres possible tout en évitant les obstacles et en tirant parti des différents power-ups. Pour finir, le dernier mode, baptisé Illustrateur, n'est pas vraiment un jeu mais une succession de fonds d'écran interactifs. On retrouve plusieurs thèmes comme les feux d'artifice, les balles ou encore les poissons. Il arrive néanmoins que quelques indices soient donnés aux joueurs pour qu'ils puissent déclencher certains événements. Si Let's Tap innove sur la manière de jouer, il laisse cependant un petit goût de démo technique inachevé. Les jeux ne sont pas assez nombreux et leur intérêt en mode solo est plutôt limité à quelques exceptions près, comme l'option alchimiste du mode bloc stable. Comme la plupart des party games, Let's Tap ne dévoile sa véritable saveur qu'à plusieurs, et promet de bons moments à bourriner la boîte de plus en plus fort dans le feu de l'action, ce qui sera parfait si l'on veut saouler ses voisins. Les graphismes minimalistes mais soignés et la bande-son entraînante forment un ensemble cohérent et agréable. Let's Tap se place finalement dans une position d'accessibilité totale, avec son petit prix, mais aussi par son approche ultra intuitive, qui permettra même aux non-joueurs de rejoindre une partie. « フランス語ちょっとずつ上達してきました。Bonjour à tous, je suis contente d'être ici. C'est Kokia. 終わっちゃった。ということで、コキアのコンサートに来てればもっとたくさんフランス語聞けますということで、ではピクサのコーナーです。L'un des titres marquants de l'ère 16 bits est apporté au crédit de la société française Infogrames, créée par Bruno Bonnel et qui s'intéressa très vite au fait de rattacher ses jeux à une licence préexistante, Alone in the Dark et l'Appel de Cthulhu par exemple, ou de les créer entièrement à partir de l'une d'entre elles. Mais une licence, lorsqu'on est une petite société française, ça coûte cher. Surtout si l'on tape comme le britannique Ocean Software, l'un des plus gros éditeurs concurrents de l'époque, sur des licences issues d'Hollywood telles que Batman, La Grande Évasion, Rambo 3, Robocop 2 ou Total Recall. Infogrames s'est alors rapidement intéressé à l'un des trésors culturels français, la BD. Et parmi les nombreuses BD adaptées par l'éditeur-développeur comme Blueberry, Bob Moran ou Tintin, on trouve les Tuniques Bleues sorties sur Amiga et Atari ST à la fin des années 80 sous le nom North and South. Créé par Stéphane Baudet, aujourd'hui directeur du studio d'Ubisoft Annecy, ce jeu d'action-stratégie au tour par tour est parvenu à reproduire fidèlement de nombreux aspects de la bande dessinée. À commencer par sa forme, naturellement inspirée du format BD, qui utilise de façon sporadique des cases de BD pour lancer des mini-cinématiques animées. On retrouve également l'humour propre aux Tuniques Bleues, via la présence de nombreuses animations cachées. Et puis, les animations du jeu en elles-mêmes sont aussi travaillées qu'amusantes, et retranscrivent à merveille le mouvement que l'on s'imaginait en lisant la BD. Enfin, on retrouve dans le jeu la richesse du contexte historique de la BD, avec ses phases de gameplay multiples et variées. Pour rappel, les Tuniques Bleues apparus dans le journal de Spirou en 1968 ont fait l'objet de leur premier album en 1972. Aujourd'hui édité par Casterman, la série comprend, tenez-vous bien, 52 volumes. Le dernier, Des Bleus dans le brouillard, étant sorti en 2008.
elle met en scène la guerre de sécession, qui opposait au 19e siècle les États du nord de l'Amérique, qui allaient devenir les États-Unis, et ceux du sud, qui s'opposèrent violemment à l'abolition de l'esclavage prônée par l'Union. La BD se déroule donc dans ce contexte lourd, pour suivre les aventures rocambolesques de deux tuniques bleues de deux Yankees du Nord, opposés aux fourbes confédérés vêtus d'uniformes gris. Et tout sépare les deux hommes. Le sergent Cornelius M. Chesterfield est un soldat téméraire, bagarreur, impulsif et costaud, tandis que le caporal Blutch est chétif posé, un rien craintif et foncièrement cynique. Leur relation orageuse constitue le cœur de la BD mais non celui du jeu. Ce dernier propose en effet de développer et de diriger une armée composée de fantassins, canonniers et bien sûr de cavaliers. En avant la cavalerie! Lors de séquences Wargame Shoot permettant de conquérir les différents états d'une carte des États-Unis. Les déplacements de ces unités sur les différents territoires donnent ainsi lieu à la mise en place d'une stratégie basée sur la gestion de sa trésorerie, et donc de ses troupes, ponctuée de séquences d'arcade où l'on joue a priori le courageux sergent Chesterfield. Lors de ces phases de jeu, il fallait traverser dans le temps imparti un niveau qui pouvait être soit un train, soit un fort ennemi. North & South étant jouable à 2, il était donc possible pour le second joueur de décider du timing d'apparition des ennemis et des pièges visant à freiner Cornelius. North & South reproduit ainsi à merveille l'esprit de la bande dessinée scénarisée par Raoul Covin et le look des personnages dessinés par Luis Alverius puis Will Lambil. On retrouve dans le jeu de Stéphane Baudet le dynamisme des tuniques bleues et la variété un rien absurde des situations présentées dans la BD. Avec bien sûr les limitations de l'époque, le jeu tenant en 1989 sur une disquette de moins d'1 méga. Un grand classique 16 bits également sorti sur NES, PC, Commodore 64, Amstrad CPC et ZX Spectrum.最近あんまりテレビを見てないですけれども、外人さんに会うと日本のアニメはいいですよというのはすごく聞きますね。なんか日本にいるとあんまりそうは感じないんですけれども、そういうものなんでしょうかということで、コキは最近ガンスリンガーガールという主題歌を歌ったりとか、あとファントムっていうアニメの歌も歌ってます。ということで、アニメリリースのコーナーです。今日は鋼の錬金術師と牙のリリースです。どうぞ。Z est ce que l'on pourrait appeler une graine de rebelle. Anticonformiste jusqu'à la moelle, il exècre l'autorité et elle le lui rend bien. Résident du monde de Calme, une ville futuriste à la Blade Runner, notre jeune ado torturé ne trouve le réconfort qu'auprès de Noah, son frère d'adoption. Après une série d'événements impliquant une créature monstrueuse, Z se retrouve dans le collimateur de la police pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Dans sa fuite, un mystérieux portail lui apparaît et il s'y engouffre. Notre héros est alors transporté à Templar, un univers d'heroic fantasy où règne la magie des Shardcasters, des êtres capables d'invoquer des spirits de puissantes et géantes créatures. Évidemment, Z ne pourrait prétendre être le héros de cette série shonen si, tôt ou tard, il ne finissait pas par découvrir qu'il est lui-même un Shardcaster. Kiba est un animé jeune public comme il en existe déjà à foison. La série lorgne allègrement du côté de Hell Hazard ou de Brave Story pour le voyage entre mondes parallèles ou encore du côté de Final Fantasy ou de la loi d'Ueki pour son système d'invocation. Malgré ce manque flagrant d'inspiration, on peut se surprendre à enchaîner les épisodes sans que la lassitude ne pointe toujours le bout de son nez. Les coups de théâtre, certes pas toujours crédibles ni cohérents, sont monnaie courante. La psychologie des personnages bénéficie quant à elle d'un traitement un iota moins manichéen qu'à l'accoutumée, ajoutant une note plus adulte à l'univers dépeint. La série a vu le jour en 2006 au sein des ateliers de Madhouse, l'incontournable studio nippon. Avec Kiba, celui-ci respecte sa tradition d'animé à la beauté plastique souvent irréprochable. Une animation de qualité, une mise en scène au pire efficace, au mieux audacieuse, le minimum syndical est largement atteint. On pourra néanmoins tiquer sur le monster design douteux de certains spirits, comme celui de Z qui prend les formes d'un ange vert pastel au visage criblé de taches de rousseur. Au niveau doublage, la VF fait preuve d'un travail de traduction et d'adaptation de bonne facture. L'interprétation des comédiens n'est pas en reste. David Mess, voix française de Z, rend ainsi avec fidélité la fougue et la rage du jeune voyou. Est-ce que tu es mon spirit? Qui es-tu à la fin? Hein? Z, non! Tiens bon! Z!
Du côté de la VO, on pourra noter dans le casting de doubleur japonais la présence de Yamaguchi Kappei pour un rôle secondaire. Ce vétéran dans le métier a été la voix de Ranma Garçon pour Ranma Nibun no Ichi. Anecdote amusante, le comédien a doublé dernièrement le Son Goku de Dragon Ball Evolution, joué dans le film américain par Justin Chatwin.お別れの時間になってしまいました。超マダムコキア超悲しいですということで、今日12日はラシガールでコンサートを今頃しております。そして13日は船の上で歌っているでしょう。そして14日ディバンデュモンドでライブをしますので、皆さんぜひともコキアに会いに来てくださいということで、皆さんまた来年お会いしましょう。じゃあマダムコキアを忘れないでね。バイバイ。オーバー。春の光